Les dinosaures de la complexe et tortueuse histoire de la Formule 1 ont aujourd'hui quasiment tous disparu. Récemment, nous avons cru que Williams allait connaître le même destin, mais la mythique écurie britannique, fondée par le regretté Sir Frank, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques mois, s'accroche, ce qui nous laisse croire que son nom pourrait un jour revenir en haut de l'affiche. Ayant traversé quasiment toutes les crises et tous les sentiments possibles depuis 20 ans, Williams a surtout connu une période de grand stress peu après l'arrivée de l'ère hybride. Si cela a fonctionné en 2014 et 2015, la chute s'est ensuite progressivement installée jusqu'à toucher le fond. 3 fois dernière entre 2018 et 2020 avec seulement 8 points inscrits sur la période, la structure mourait littéralement. Franck avait passé la main, Claire ne parvenait à relever le défi, les difficultés financières et sportives s'accumulaient. De quoi se retrouver à 2 doigts de la catastrophe, mais en 2020, une décision a été prise. Williams a été racheté par le fonds d'investissement américain Dorilton Capital et Claire s'est retirée. Si les repreneurs ont promis de garder le nom et les méthodes familiales, ils n'ont pas perdu de temps pour réinjecter des liquidités et changer des choses. Ainsi, en 2021, Williams est sorti du trou noir, empochant 23 unités bien méritées. C'est dans ce contexte précis qu'arrive la nouvelle réglementation de 2022. L'écurie a retrouvé la vie et peut regarder devant avec envie. Le fait que la présence de l'écurie semble assurée à moyen terme permet d'apporter de la sérénité durant cet hiver. Il ne travaille pas avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête. En revanche, vu l'immensité de la tâche à accomplir, ça incite à l'humilité, il faut garder les pieds sur terre. On a donc le sentiment que certes, en 2022, évidemment, ils veulent gagner, mais il s'agit surtout de sortir définitivement du trou et de retrouver progressivement le goût de la compétition. Côté pilote, Nicolas Latifi est toujours là pour la 3e saison consécutive. Le Canadien aura la lourde tâche d'hausser son niveau d'un voire 2 paliers, car arrivé dans le sport avec une légitimité moyenne suite à une carrière junior peu emballante, il effectue pour l'instant des débuts timides. Sa 2e saison a été meilleure que la première, j'en conviens, mais cela reste selon moi bien en dessous de ce qu'on attend d'un pilote de Formule 1. Nicolas est sympa et travaille bien, il va maintenant falloir qu'il prouve qu'il fait partie des 20 meilleurs pilotes du monde. Cette année doit être celle de l'illumination. Il faut qu'au bout des 23 Grands Prix programmés, on connaisse mieux sa valeur et que cette valeur soit suffisamment grande pour espérer un avenir dans la discipline. Cela passera par montrer que ces 2 premières années n'ont pas servi à rien et que son talent est bien réel. Le temps de l'indulgence arrive à son terme. Son coéquipier, lui, est un revenant à qui, justement, on n'a jamais vraiment laissé le temps. Au bout de 6 mois rookie chez Toro Rosso, il a directement été appelé pour prendre le siège le plus dur de la grille. Et après 1 an et demi contestable, mais franchement pas honteux, surtout vu son pédigré, eh bien il a été tout simplement rayé de la carte. Une carte qu'il réintègre cette saison grâce à Williams, et je suis bien curieux de voir où en est le père Albon, capable de concurrencer Charles Leclerc de manière très forte en junior, de terminer sur le podium du GP3 et de la Formule 2, mais affublé du costume de pilote moyen, voire de loser en Formule 1. Il est très difficile de situer le niveau, le talent et la personnalité du taille. Personnellement, je ne suis toujours pas descendu du train et je pense toujours qu'il peut atteindre de belles destinations. Le mystère Alex Albon doit être un petit peu percé cette année. C'est à lui de nous montrer son niveau. Et la voiture alors, peut-elle mener ces 2 pilotes-là au succès ? Eh bien, il y a quelques raisons de le penser, à commencer par le fait que Williams va mieux. Beaucoup mieux. La peur de disparaître et les performances honteuses en piste sont derrière eux. La reprise en main de l'équipe et sa remontée dans la hiérarchie permettent d'entrevoir l'avenir avec largement plus de sérénité et d'optimisme. Dorilton confirme petit à petit l'impression de classe, de discrétion et d'intelligence qu'ils m'ont fait à leur début. Quant à Capito, il me semble avoir le CV et le charisme. Sous sa direction, Williams a une ligne directrice, des moyens corrects et une organisation beaucoup plus saine. De là à réussir la transition de 2022, il y a un pas évidemment, mais en termes d'ambiance, d'envie et de capacité par rapport à il n'y a ne serait-ce que 3 ans, c'est le jour et la nuit, et ça ouvre le champ des possibles.
L'hiver chez Williams a, pour la première fois depuis très longtemps, enfin pu se dérouler dans des conditions de travail acceptables, sereines et confiantes, voire même ambitieuses. Ouf, je pense que les fans de l'écurie britannique soufflent un ouf de soulagement. D'autre part, il y a maintenant un peu plus d'un an, Williams a renforcé ses liens avec Mercedes. Déjà équipée du moteur allemand depuis 2014, l'écurie de Groove a décidé d'aller encore plus loin en nouant un véritable partenariat qui entre en vigueur cette année. C'est un petit peu comme ce que Haas a signé avec Ferrari, les suspensions, les systèmes hydrauliques, les transmissions et toute une flopée de pièces transférables vont atterrir dans les mains de Williams directement en provenance de la meilleure écurie. Cette alliance me paraît extrêmement intelligente de la part de Williams car premièrement, elle respecte l'histoire de l'écurie car l'équipe ne devient pas une équipe B, loin de là, mais en plus, elle profite des possibilités du règlement pour réduire ses coûts de production et obtenir directement les meilleures pièces disponibles sur le marché. Ça me paraît tout bénef pour eux, ils ont avec ça une vraie base solide, ils n'ont pas à se préoccuper de plein de détails et peuvent donner plus d'attention aux gros morceaux du règlement. C'est intelligent. Enfin, je trouve qu'il y a une petite tendance dans l'air qui laisse aspirer à de bonnes choses, c'est que Williams attire de nouveau. Que ce soit les nouveaux sponsors qui affluent maintenant depuis un peu plus d'un an, les potentiels nouveaux motoristes qui la dragueraient en coulisses, ou les écuries qui viennent lui parler pour placer leurs jeunes pilotes, voilà, il se passe un truc, le nom Williams a retrouvé une certaine stature, l'écurie n'est plus vue comme l'écurie du fond de grille qui fait n'importe quoi, voilà, il y a tout un contexte global qui va mieux du côté de Williams. Ça ne va pas faire directement augmenter le niveau de la FW44 sur la piste, évidemment, mais voilà, c'est une accumulation de bonnes petites choses qui laissent prévoir un bon climat pour travailler chez Williams. Voilà, il peut se passer des choses qui il y a 2-3 ans étaient complètement impensables. Bon, malgré tout, c'est pas gagné déjà car ils partent de très loin. On a rappelé la situation qui était celle de l'équipe il y a 2, 3, 4, 5 ans, et il ne faut pas oublier que l'an dernier, certes c'était beaucoup mieux, mais c'était 8e au classement, et dans les faits, sûrement 9e sur la piste. Avec tout l'espoir et l'optimisme qu'amène une nouvelle réglementation et tous les changements qui ont été faits depuis l'arrivée de Dorilton Capital, ainsi que la remise à niveau de l'écurie, on a un peu tendance à l'oublier, mais on parle de la pire formation de ces 5 dernières années en Formule 1. Voilà, c'est à eux qu'on demande de réussir une voiture pour l'an prochain. Voilà, on n'est pas sur les meilleurs gages de confiance. À la vue de ce retard, réussir à jouer devant dès 2022 relèverait d'un exploit surhumain. Et puis, quand on regarde bien, ça fait très longtemps qu'ils n'ont rien réussi de particulier au niveau technique. Pas une innovation, pas une idée, c'est dur de leur faire confiance vu ce qu'ils produisent depuis des années. Ensuite, même si j'ai souligné à juste titre la vitalité retrouvée de l'équipe, cela reste encore limité. La situation sportive et financière n'est plus catastrophique, mais elle n'est pas devenue génialissime. Rivaliser avec des géants comme Mercedes, Ferrari ou encore les ambitieux Aston ou Alpine, c'est encore un step au-dessus pour Williams, je suis pas certain qu'ils en soient encore là. Des progrès immenses ont été faits, mais ils permettent surtout de survivre et d'envisager le futur avec sérénité, pas de viser des titres. Williams est encore petit, par exemple, ils sont les seuls à ne pas avoir fait de test de fin de saison à Abu Dhabi, car au niveau des coûts et de la logistique, c'était trop compliqué pour eux d'amener une voiture mulet. Voilà, ça montre bien que c'est pas encore totalement gagné, et que quand on parle de réussir en 2022, c'est encore chaud. Enfin, je reste un petit peu convaincu que leur line-up va les limiter dans leur quête de résultats. Je crois encore beaucoup au talent d'Alex Albon, je le redis, mais il revient seulement, ne connaît pas l'écurie, fait face à une pression monstre et n'a pour l'instant pas prouvé grand-chose en Formule 1, et c'est logique vu sa faible expérience. Concrètement, c'est dur, voire impossible d'attendre de lui des performances world class, surtout dès maintenant, dès cette année, c'est pas possible. Et Latifi, vous savez que pour moi, il est bien en dessous du niveau moyen du plateau, et si je peux à terme l'imaginer devenir un pilote globalement assez correct, c'est à terme et je n'arrive même pas à être plus optimiste que ça. Or cette saison, les performances devraient être globalement resserrées, d'ailleurs elles le sont toujours dans le midfield, et la concurrence sur le plateau est extrêmement rude. Dans ce contexte, ce sont les pilotes qui font passer l'écurie de 7e à 5e du général,
Et face à des Gasly, à des Alonso, à des Vettel, à des Ricciardo, ou encore à des Bottas ou des Sainz, eh bien ouais, je pense que Williams va galérer avec Albon et Latifi. Sans leur faire offense, je dis que comparativement au reste du plateau, ils ont encore beaucoup de choses à prouver et que mécaniquement, ça pourrait coûter des points précieux à Williams. Williams avance donc un petit peu masqué, suffisamment rééquilibré pour qu'on puisse envisager de bonnes choses, mais pas assez doté pour que les prédictions s'envolent. D'ailleurs, le partenariat avec Mercedes le montre bien, si elle ne devient pas vraiment une écurie B, eh bien il est difficile de penser qu'elle pourra faire mieux que Mercedes. Voilà, Mercedes n'est pas bête, elle ne vendrait pas des pièces à une écurie qui la dépasserait sur la piste. Donc mine de rien, ça montre que les options de Williams sont limitées. Mais, et c'est très positif, on peut dire que Groove fait face à la plus grande révolution technique de l'histoire de la Formule 1 avec un petit peu de sérénité et de calme, ce qui lui permettra de prendre de meilleures décisions, et c'est grâce à l'arrivée de Dorilton Capital. J'accorde quand même à Williams une note de 5,5 sur 10 en termes de confiance, car comme je le dis, les bases sont saines, ce n'est pas encore assez pour être totalement sûr qu'ils vont nous faire un truc propre, mais voilà, les probabilités d'un échec cuisant de Williams semblent s'être amoindries dans l'histoire récente. Mais bon, pour jouer le titre, ça sera seulement 3 sur 10, ça part de beaucoup trop loin, il y a beaucoup trop d'obstacles, 5 et 3 sur 10, finalement, deux notes qui résument assez bien ce qu'on dit depuis maintenant 12 minutes. Bien, sur ce, je ne ferai pas plus long, je vous remercie du soutien apporté à cette série. Likez, partagez, commentez, donnez vos notes sur Williams. Comme tous les soirs, c'est l'occasion d'un débat sur l'écurie du jour. Les liens des réseaux sociaux sont en description. On se quitte avec Enzo Ferrari, qui est dégoûté de ne jamais avoir eu droit à un tour en Mercedes avec Hamilton, lui. A bientôt.